La réserve de Fondidja est l'une des plus grandes réserves du Cameroun. Placée sous l'égide du ministère des Forêts et de la Faune et du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, la réserve de Fondidja a été baptisée réserve 181. Puis elle est devenue le site du patrimoine mondial en 1987 et enfin unité technique opérationnelle de première catégorie en 1994. Elle bénéficie ainsi des services de la conservation avec l'appui technique de ECOFAC. De par sa position privilégiée, à cheval sous plusieurs influences géoclimatiques, la réserve de biosphère du Dja offre un potentiel biologique très diversifié. C'est en tentant de pénétrer cet univers infernal que Rémi et Olivier, deux volontaires de Planète Urgence, aidés de René, Bernard et Christelle, tous du musée écologique du millénaire, vont braver ce pénitencier à la découverte de sa riche biodiversité. Le musée écologique du millénaire est un muséum d'histoire naturelle basé à Yaoundé, capitale du Cameroun. Cette structure développe un certain nombre de programmes, notamment la connaissance et la valorisation de la biodiversité du Cameroun et du bassin du Congo. Il y a également un programme sur la botanique, un programme sur le tourisme. On est lundi 17 août, il est environ 15 h et là on vient de charger la voiture pour partir dans la réserve du Dja, puisque nous sommes arrivés au Cameroun jeudi 13 sur Douala, vendredi on est venu sur Yaoundé, samedi c'était les fêtes religieuses du 15 août, dimanche on a cadré le projet du documentaire avec toute l'équipe du muséum. Et puis aujourd'hui c'est le grand départ, donc on a chargé la voiture, on est fin prêt pour l'expédition vers le Dja. On s'apprête à aller en mission pour le montage du documentaire sur la biodiversité dans la réserve du Dja. Et nous souhaitons que le voyage se passe bien et que les résultats qu'on s'est assignés soient atteints. Très bien, on a tout préparé avant de partir et maintenant on rentre dans le vif du sujet, on prend la route et on s'impatiente. Nous allons passer par Ayos et à Bomba. Et voilà, et là je vous présente René Bernardin, notre hôte ici au Cameroun, sur Yaoundé, notre ange gardien pour la mission d'expédition vers le Dja, celui qui va s'assurer que tout se passe bien. Et voilà, nous sommes très heureux de partager cette expérience avec lui. Voilà, Christelle qui est stagiaire au muséum, qui nous accompagne pour la mission au Dja aussi, communément appelée Christeliane. Voilà, petit surnom amical qu'on lui a donné avant de partir. Les préparatifs terminés, le temps de partir sur le gars insistant des finances ne peut que nous dire au revoir dès de la nuit. Allez, on se met en route. Chers amis, voici l'heure de partir sur le Dja. C'est l'aventure et c'est l'expédition vers le Dja qui commence. C'est parti. Salut. Olivier, un petit message pour la route? Non, j'y crois pas un seul instant. Et maintenant la parole est à René Bernardin. J'ai hâte d'y arriver. On est parti depuis combien de temps là? Ça fait en moyenne 45 minutes. Le départ de Yaoundé sous une pluie diluvienne est un facteur important pour retarder le voyage de l'équipe.
Très rapidement, nous allons nous engouffrer dans d'interminables bouchons. Ça et là, circule dans tous les sens et seul le plus fort ou le plus rusé s'en sort aisément. Peu à peu, nous passons des bouchons vers une route carrossable, de moins en moins encombrée, pour finalement retrouver une circulation plus fluide. Ici, c'est la nationale numéro 10 qui relie la capitale du Cameroun et d'autres pays d'Afrique centrale. La nuit nous tombera dessus après 3 heures de route. Nous faisons une pause à Ayos, la dernière ville reliée au réseau téléphonique. Question de se ressourcer avant l'étape finale qui aboutira à Somalomo. Le trajet de Somalomo étant très long, nous avons choisi de faire escale à Ayos. Je suis en train de déguster de la viande. C'est la chair rouge, la viande de bœuf, la viande de vache. Parfaitement assaisonnée. Bon, probablement, il y a beaucoup d'appétit. Je savais pas que c'était comme ça un buffle. Ouais, c'est un peu bureau. Nous sommes à Ayos, après Yaoundé, et nous sommes en train de déguster du maquereau braisé. Après le repas de Ayos, l'équipe se remet en route. La nuit noire se fait plus ressentie. La nuit tombe davantage. Les buissons et les flaques d'eau qui stagnent le long du sentier ne sont guère à notre avantage. La route de la réserve passe progressivement d'un sentier à une piste. Jean, Bernard, le chauffeur, a plus de silence et de manœuvre. Quelquefois, nous nous sommes trompés de chemin. Merci beaucoup. Ouais. Alors je rentre dedans, non? Malgré la fatigue et le piteux état de la route, nous sommes restés sereins. Et la réalité de retrouver Somalomo envahit progressivement chaque membre de l'équipage. Enfin, la destination tant rêvée. Après 6 heures de route, Somalomo est un village endormi et seuls nous tiennent pour compagnons quelques grillons et oiseaux nocturnes. Nous sommes accueillis par le personnel permanent de la réserve et conduits à la case de passage pour la première nuit. Au réveil du premier jour, un mélange d'excitation et d'inquiétude règne dans notre petite équipe.
ici. Il existe des procédures d'entrée à la réserve. Il faut contacter les services de la conservation pour les modalités d'entrée et de séjour, puis chercher des compagnons de terrain. Comment sera le séjour? Les premiers contacts? Quel site prospecter? Les premières questions fusent et elles resteront temporairement sans réponse. À l'entrée de la réserve de faune du Dja, baptisée aujourd'hui patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et cette réserve qui est passée pour être la plus grande du Cameroun actuellement, avec plus de 522 000 hectares. Dans cette forêt qui est très riche et diversifiée, on peut rencontrer des éléphants, des grands mammifères comme les éléphants, les primates. Des grands primates, c'est-à-dire singes, des gorilles et des chimpanzés, des céphalophes, des buffles et une espèce d'oiseau qui est endémique, le picatate, beaucoup de serpents aussi. Alors il est question pour nous qui représentons le musée écologique du millénaire, de valoriser la biodiversité du Cameroun et du bassin du Congo en général, à partir de cette réserve de biosphère. Si. Quand le panneau est déroulé, alors il capte l'énergie solaire puis l'envoie dans cet axe. Et un mot. C'est ça. Là, ici, on repère plus un mot. C'est ça. Ça veut dire ça, c'est la bonne positive, et là, la bonne négative. C'est ça. Alors, on insère délicatement les deux bonnes, là, comme ça, et puis on laisse. Puisqu'il y a un ressort qui va maintenir. Ok. La forêt est là, elle se devine plus qu'elle ne se découvre. Puis, peu à peu, nous voici au bord du fleuve Dja, cette rivière qui ceinture la réserve, sauf au niveau de sa boucle. La rivière se traverse sur une pirogue ou un bac porté à la main par un câble d'acier arrimé à chaque rive. Le matin arrive trop vite au village Eto, où nous serons passés la nuit. Très tôt, nous sommes accueillis par des curieux et les bruits des oiseaux. Puis, quelques tractations avec les populations locales, question de choisir ceux qui feront partie du reste de l'équipe. Finalement, après Luc et Simon, deux éco-gardes de la réserve, c'est finalement le tour de Samedi, le Pygmée Baka, Didier et Basile,
qui seront les heureux élus. Le petit déjeuner est vite avalé et nous avons hâte de découvrir ces lieux hostiles qu'on n'avait pu qu'imaginer au cours de la nuit. La forêt se laisse appréhender, immense, vivante et riche. Parti du village ce matin, on est juste à l'entrée de Boami. Jusqu'à ce moment, on ne peut plus utiliser de véhicule. Désormais, on va à pied sur 30 km. Déjà, je ne peux pas estimer, peut-être 2 jours, parce qu'on aura à marcher et à camper. À Boami, on peut probablement trouver des buffles, des éléphants, des gorilles et des chimpanzés en cours de chemin. C'est possible. On se trouve face à un tali. Quand vous voyez sa grosseur, le diamètre peut faire à peu près 1,80 m. C'est là donc une ressource qui aurait dû être déjà exploitée par une société forestière si jamais la coupe du bois était autorisée dans la réserve de faune du Dja. Il existe beaucoup de lianes dans des forêts du bassin du Congo. Et ici, notamment dans la réserve du Dja, on rencontre beaucoup de lianes qui constituent un type biologique un peu particulier et qui a fait l'objet de très peu d'études jusqu'à présent au Cameroun. Donc au sein du musée écologique par exemple, nous avons essayé de mettre en relief l'étude sur ces types biologiques, notamment l'étude de la morphodiversité de ces lianes, question de les valoriser. Il existe beaucoup de lianes et nous sommes en train de poursuivre des études d'identification sur ces lianes. Jusqu'à présent, au sein du muséum, on en dénombre déjà en moyenne une trentaine d'espèces. J'ai entre les mains 2 fruits d'Esplatia millibraidi. Ce sont des fruits qui sont très cherchés par les éléphants. Donc ça fait partie des ressources de la réserve de biosphère du Dja. Jusqu'à présent, la plus grosse liane identifiée des forêts camerounaises, c'est une fabacée au nom de Milesia duchesnei. Ces lianes, comme elles sont en zone forestière, les populations ont appris à les utiliser, notamment les lianes à eau, dont elles s'en servent pour soigner certaines pathologies. Il y a également d'autres lianes qu'ils utilisent comme cordage, pour faire des corbeilles, comme pour attacher des fagots par exemple, et d'autres également qui sont utilisées dans la vanille. Cette espèce Cephalis dacinervia, c'est une espèce forestière qui a la particularité de former ses fleurs et ses fruits au bout de longs flagelles rouges qu'elle laisse pendre et arriver au sol. Donc c'est, d'après ce que nous pensons, une stratégie que l'espèce développe pour permettre à ces diaspores de germer et d'assurer la survie de l'espèce. Un champignon assez rare à cause du fait qu'il développe un rhizome sous terre. Un rhizome, c'est une partie souterraine que développe une plante et qui assure sa survie. Bon, d'après ce que me dit Christelle, ça pourrait être un agarical. Voilà. Donc ça fait partie des curiosités de nos forêts tropicales humides camerounaises. Après 12 km de marche vers les profondeurs de la forêt, nous cheminons dans la moiteur équatoriale entre les lianes, les racines des pistes tracées à la machette et élargies ça et là pour faciliter le passage. Entre la forêt et les dalles rocheuses,
Nous voici au Petit Rocher, à mi-parcours du camp de Boami. Fatigués sous le poids des vivres et du matériel de tournage, nous décidons d'y passer une nuit supplémentaire. L'installation et le montage des tentes terminés, c'est le tour de Basile de se ravitailler en bois de chauffe. Alors, ce morceau de bois, c'est pour faire quoi? Je vais couper ça pour faire le feu. Et on va préparer avec. Durant le séjour ici. Ok. Ah oui, Olivier, actuellement je suis en train de m'apprêter à préparer du riz. Parce que nous allons manger le riz à la sauce tomate. Ah ouais, et ça sera très délicieux. La préparation du riz, ça sera environ 30 minutes. Et la sauce aussi. Donc dans 1 heure de temps approximativement, tout sera prêt. On va manger du riz. À Yaoundé. Bon, en général, c'est mieux le feu de bois quand on n'a pas la cuisinière et tout. On s'adapte. Parti de Bonin, nous atteignons le camp de Boami après 12 km de marche sous une pluie torrentielle. Ça va, Olivier? Impeccable. Comment s'est passée cette journée? Ouais, la journée n'est pas finie, mais là, c'était une sacrée marche sous la pluie. Hein. C'est-à-dire? À peu près 15 km sous une pluie équatoriale, donc impeccable. Trempé jusqu'aux chaussettes. Et là, on prend des habits de rechange. Je te laisse te mettre au sec. À bientôt. Dans l'après-midi du même jour, animés par une curiosité unanime, nous décidons de découvrir les rochers environnant ce camp. Celle du mythique rocher de Boami se fera très tôt le lendemain matin. Nous sommes ici au rocher Augustin, à 1,5 km du campement de recherche de Boami et sensiblement à 2 km du grand rocher Boami. Nous sommes au sud-est de l'entrée principale donc de Somalom. Pourquoi ce rocher a été baptisé Saint-Augustin? Tout simplement parce que les chercheurs américains, ils faisaient des recherches sur le Kalao. Ils avaient pour assistant et guide des pygmées. Si bien qu'un pygmée un jour dans ses balades était venu découvrir ce rocher tout à côté du campement et a rapporté la bonne nouvelle aux chercheurs qui eux aussi à leur tour sont venus voir avec leur guide et ont directement baptisé ce rocher. On rencontre les buffles et d'autres antilopes tels que le Sitatunga, les bongos beaucoup plus parce que nous sommes à proximité des cours d'eau. Le rocher est entouré par 2 cours d'eau et il y a en plus la présence sur ce rocher des graminées, comme vous le voyez, vous le constatez sur le gazon et autour aux abords du rocher. Les graminées étant la nourriture principale de tous les ruminants, encore de ces antilopes. Les gorilles, parce que les gorilles aiment trop passer la nuit sous un ciel ouvert.
parce qu'ils craignent les chutes de branches qui peuvent tomber sur leur tête. Vous êtes sans ignorer que le gorille est un peu similaire à l'homme, il a une mémoire assez grande. Les buffles viennent ici pour deux raisons. Il y a la présence des graminées qui les nourrit, avec quoi ils se nourrissent. Il y a aussi le réchauffement et le réchauffement du rocher qu'ils bénéficient dans la nuit. Et en journée, c'est ici sur les rochers qu'ils prennent leur bain de soleil. On trouve combien de rochers de ce type dans la réserve du Dja? Déjà, ici, à l'endroit où nous sommes, nous avons une chaîne d'environ 7 rochers. Il y a 2 grands et peut-être 5 autres petits rochers tout autour. Mais dans la réserve du Dja, en général, il y a plusieurs rochers importants. Le comble, c'est qu'ils sont aussi éloignés que celui-ci. Puis les rafiales. Les rafiales sont des écosystèmes qu'on rencontre dans le Dja, parmi la multitude des petits écosystèmes qu'on trouve là-bas. Et dans ces rafiales, on trouve fréquemment un certain nombre d'espèces, notamment le citatunga, le colobe guéreza, et le sécopité de Brazza, le colobe guéreza et la mangouste des marais. Au Cameroun, il y a plusieurs espèces de rafiales qui forment les forêts rafiales. Bon, il semble que ici l'espèce c'est Raphia velifera. Nous sommes en train d'aller comme ça vers les rochers de Boami, où on espère rencontrer les buffles. C'est pour ça qu'on essaie d'aller très tôt le matin. Levé avant l'aube vers 5h30, nous rejoignons les rochers après avoir traversé un marécage boueux. Nous sommes au rocher de Boami, de gigantesques formations géologiques, vieilles de 2 à 3 milliards d'années, qui émergent de la forêt. Là où, faute du sol, les arbres ne peuvent s'implanter, nous espérons pouvoir filmer les buffles sauvages venus brouter l'herbe qui affleure sur les rochers. Plusieurs jours immergés dans la forêt dense, avec pour seul horizon une barrière végétale qui forme le regard en un mur de verdure inextricable. Après plusieurs jours immergés dans la forêt dense, avec pour seul horizon une barrière végétale qui ferme le regard en un mur de verdure inextricable, cheminer sur les rochers dégagés est pour nous l'occasion d'entrevoir la forêt sous un autre angle, en prenant du recul et de la hauteur. En grimpant sur ces formations rocheuses, la partie haute des arbres, la canopée, s'étend à perte de vue, nous faisant réaliser à quel point nous sommes isolés dans un océan de verdure dont seuls émergent les bruits des animaux sauvages. En croisant un tronc, le regard s'élance instinctivement vers le haut. Mais depuis le sol, il est difficile d'apercevoir le sommet des arbres situés à plus de 30 mètres et masqués par les lianes et arbustes. Enfin, nous pouvons savoir ce que c'est la canopée forestière. Rocher de Boami, c'est un des multiples rochers qu'on a dans la réserve du Dja. C'est un site privilégié. Pour observer la canopée forestière.
Et c'est l'occasion de rendre hommage au professeur Francis Saleh qui le premier a pensé à des études dans la canopée forestière. Et il faut dire que la canopée forestière, finalement, avec des études enclenchées par le professeur Francis Saleh, c'est l'étage supérieur de la forêt tropicale humide, puisqu'on est ici en zone tropicale humide. Donc c'est l'étage supérieur de la forêt, où les résultats des recherches ont montré qu'il y avait une faune particulière qui ne descend pas au sol, mais également dans les travaux de recherche enclenchés par le projet de Francis Saleh ont montré qu'également dans cet étage-là, il y a des épiphytes, parmi lesquels des orchidées et des fougères, qui ne vivent que dans cet étage-là. Donc je rappelle qu'ici à Boismire, sur le rocher de Boismire, c'est un site privilégié pour voir très bien la canopée forestière. Voilà. Nous avons aussi une liane à eau, Combretum paradoxum. Vous voyez comment René est en train de boire l'eau de cette liane. Cette eau est réputée riche en sels minéraux. Voilà. Donc c'est une des ressources de nos forêts tropicales humides. Voilà. Donc ici, au rocher de Boismire, on a donc retrouvé cette espèce dans un petit bosquet. Voilà. Alors là, maintenant, c'est Simon, un énécogarde, qui est en train de boire la même eau. Par rapport à ce qu'on a dit tantôt, il faut ajouter que cette eau riche en sels minéraux a également des propriétés aphrodisiaques. L'écorce est également consommée, souvent accompagnée des cacahuètes pour combattre les vers intestinaux. Il n'y a pas de forêt ici parce que nous sommes sur un rocher. Justement, il n'y a pas de forêt parce que rien ne saurait pousser sur le rocher. Le rocher n'a aucune matière organique pour pouvoir nourrir les plantes. Mais par contre, le gazon que nous trouvons en dessus, n'est-ce pas, pousse sur des bribes, des fragments de terre qui se posent dessus suite, n'est-ce pas, au phénomène. À la place, une pelouse est constituée où la fleur est essentiellement herbacée. Et c'est un phénomène qu'on rencontre fréquemment dans les forêts du sud-est, forestier Bouba-Bekenki, où on a ce qu'on appelle la vente des savanes. Et ces savanes-là se forment sur des dalles rocheuses. Donc c'est un phénomène semblable à ce qu'on peut observer ici. Dans la journée d'hier, nous n'avons pas toujours eu la chance de faire cette découverte tant attendue du rocher de Boismire. Ce matin encore, le trajet du camp vers le rocher nous accueille familièrement une fois de plus. Seront-ils enfin du rendez-vous? La chance nous sourit-elle enfin? Combien de temps aurons-nous encore à passer dans ce camp si on n'arrivait pas toujours à rencontrer ces gigantesques bovidés? Autant de questions nous hantent l'esprit quand nous quittons désespérément notre cabane ce matin. Après plusieurs tours sans succès dans cet univers sarcicole, nous ne nous lassions pas, l'enthousiasme de les rencontrer perdu, l'attente est à son comble. Heureusement que l'équipe est entourée de scientifiques. Nous avons l'impression que le musée écologique du millénaire a pris vie. Le désir d'exprimer ses connaissances et ses savoir-faire envahit progressivement chacun de nous. Au fil des jours, le travail quotidien a consisté à plus explorer les contours de ce rocher et à engranger le plus possible d'images qui seront exploitées plus tard au retour. Après Bernard et René Bernardin, c'est au tour de Luc et de Basile de se prêter à l'exercice.
Toutes les espèces recensées nous entourent et la forêt semble être un livre ouvert. C'est pour nous l'occasion d'apprendre énormément. Je tiens ici l'écorce de Nantia chlorantha, une espèce de forêt dense humide camerounaise dont l'écorce est utilisée dans le traitement des hépatites et également dans le traitement de la malaria. Le bois de cette espèce, de ce moambé jaune, Elanthia chlorantha, est utilisé pour la fabrication des balafons. On peut aussi fabriquer la dimension des planches pour faire des portes, pour fabriquer des portes. Les mortiers et les pilons aussi. Synthétise un principe actif qui a des effets encourageants sur le virus du VIH-Sida. Ça, c'est la Nomindium manii, une espèce qu'on retrouve beaucoup dans la réserve, qui a multiples usages aussi. Vous pouvez écorcher ça, vous mettez dans l'eau, vous mettez dans la purge, vous purgez. Ça, c'est pour le mal de dos, dans la lombalgie, quoi. C'est une façon aussi. Une autre façon, vous écorchez, vous prenez l'écorce de ça, vous mettez au feu. Et vous posez ça dessus, là vous avez mal au dos, vous couchez dessus. C'est ça. L'usage au niveau du fruit, ça donne un gros fruit qui ressemble au corosolier au village. Ça, on peut appeler ça comme un corosolier sauvage. C'est très prisé par les animaux et même par les hommes. Le Taberna montana crassa, appelé en langue locale pan. Il a un usage dans le patrimoine pharmacologique. Il sert à soigner les blessures. Si quelqu'un parmi nous se blesse ici maintenant, immédiatement on va sous son pied, on râpe l'écorce et on prend le tampon qui se présente déjà comme un tampon de coton. On pose sur la partie blessée, sur la blessure. Et puis c'est un bon antiseptique. On utilise encore l'intérieur, donc le dormant à l'intérieur dans son cœur pour soigner le mal de dents. On extrait son dormant, on l'emballe dans des feuilles de marantacée, on pose à côté du feu et il produira un jus. Lorsque ce jus sera un peu tiède, on presse, on fait le bain de bouche avec et ça calme le mal. Ils sont souvent mâchés comme du chingon pour coller les trous des assiettes et des ustensiles en forêt. Oui, ici nous sommes devant un gros moabi appelé Bayonella tegesperma. C'est une espèce qui se retrouve abondamment dans la région du Dja, dans la forêt dense équatoriale et surtout dans la réserve du Dja. Cette arbre a multiples usages. D'abord, c'est le bois d'œuvre. Les forestiers utilisent ça beaucoup. C'est l'un des bois le plus prisé par les forestiers. C'est le moabi. Et en second, pour nous les hommes, nous utilisons ces fruits pour produire l'huile. C'est ça qu'on appelle l'huile de moabi. Les fruits qui tombent dessus, ça produit l'huile. Même les fruits, même les hommes en consomment, que ce soit les hommes ou même les animaux. Donc tous les animaux qui sont en forêt prennent ça. Si cet arbre produisait, on le trouvait peut-être ici en bas. On devait ressentir qu'il y a une production. Malheureusement, il n'y a pas de production. Et au niveau de cette huile-là, les déchets que l'homme a eu à jeter après avoir obtenu l'huile pour la consommation, ces déchets autant servaient pour allumer le feu. Nos parents, quand ils n'avaient pas de feu à la maison la nuit, ce sont ces déchets-là qu'ils utilisaient pour allumer le feu et avoir la lumière à la maison. Et ensuite, pour les soins, l'écorce de ça est aussi utile. Vous prenez l'écorce, vous partez mettre dans une marmite, vous réchauffez, vous mettez quelque part, de temps en temps vous purgez. Pour le mal de corps, quand le corps vous fait mal, ça vous utilise, ça vous soigne. Même quand votre bébé est atteint de kwashiorkor, une partie de ça on mélange avec d'autres arbres, même arbres, on fait le mal de kwashiorkor. Les enseignements terminés,
Nous reprenons comme à l'accoutumée le chemin retour vers le camp de recherche. Plusieurs autres découvertes se feront progressivement sur notre chemin. Après la traversée de ce cours d'eau, des champignons surgirent, abondantes mais vénéneuses. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, car gorgés de toxines néfastes pour l'organisme. Plus loin encore, les traces des bottes d'éléphants de forêt traînent ça et là, leur empreinte indélébile. Elles sont énormes, profondes, surtout plus visibles après les averses quotidiennes. Leur taille laisse présager sur la masse de ces rois de la forêt. Cela signifie que les éléphants ont dû suivre ces passages durant la nuit. Le temps est passé trop vite. Le séjour de Boami tire à sa fin. Nous sommes arrivés au dernier jour dans cet univers carcéral. Nous n'avons plus que cette matinée pour faire notre dernière visite. Puis il faut tirer les dernières leçons de notre expédition. Un arbre de forêt dense, Pleura tetraptera. C'est un arbre dont le fruit a une forte valeur commerciale dans nos marchés locaux, notamment au Cameroun. Et ces fruits qui sont utilisés comme condiment de sauce jaune est également utilisé sur le plan de la pharmacopée traditionnelle comme un vermifuge. Le tour du rocher est fait comme à l'accoutumée. Mais
Aucun signe ne se laisse appréhender. Aucun bruit lointain, à part les cris stridents de quelques Kalao à casque noir et de Tourakou. Le rocher s'apparente à une mer sèche, sourde et insensible à notre curiosité. Le désespoir et la peur nous gagnent peu à peu, quand subitement, plus loin, abrité par leur vue, le groupe parvient à observer sur le flanc du rocher deux bovidés broudant à toute quiétude l'herbe de la pelouse. Notre caméraman, gagné par l'émotion et l'extase, la peur de le perdre se fait ressentir jusqu'au niveau des images enregistrées. Ils sont là, sereins, mais nous n'avons pas la chance de partager quelques moments de retrouvailles avec eux. Quand ils se jettent dans les bois, une fois l'alerte donnée. Plus loin encore, des œufs de python trouvés entre les failles des rochers confirment ce que Luc et Simon, nos éco-gardes, avaient indiqué. Ces rochers abritent de gros serpents. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Vous dites que ces serpents-là habitent le rocher ici? Il habite partout, ils aiment trop. Eh bien, c'est pour un souvenir. Pour que ceux qui arrivent plus tard sachent que le musée écologique était de passage. Le passage, on va mettre le sol ici. On est de passage. Passage. Je suis ici au camp de recherche, l'ex-camp de recherche des Américains. Le camp a été conçu depuis le 27 octobre 1992 que les Américains sont venus s'installer ici. Et ici, c'était un ancien campement de braconniers. Un ancien campement de braconniers. Donc, dès l'arrivée du projet, les braconniers ont abandonné le camp et les Américains se sont installés. Ces Américains, ils travaillaient sur la botanique, c'est-à-dire ils faisaient les études de la dissémination des graines par les oiseaux qu'on appelle les Kalao. Donc c'est sur ça qu'ils ont choisi le site. Et ici, il y a eu plusieurs fois qu'on a construit des plateformes. Avant, il y avait d'abord cette plateforme, c'est-à-dire deux ici, la cuisine, là où on se trouve, et un bureau qui est où la nouvelle qui a été construite récemment, c'était une ancienne plateforme de bureau. Ça servait de bureau pour les Américains. Et là-bas derrière, il y avait aussi deux plateformes pour les guides Baka, et guide Badjoui. Derrière, il y avait trois plateformes. Derrière, là où on se trouve, les Américains dormaient là-bas. Et maintenant, en 1999, c'est là que le projet Kalao, parce que c'était un projet américain, a fermé ses portes ici. Ils sont dispersés dans la nature, je ne sais pas pourquoi. Et ça fait à ce que les guides Baka et Badjoui sont restés ici pour monter la garde ici. Après, la fermeture, le projet n'étant plus là, la deuxième phase n'étant plus là, le ministère a vu qu'ils n'ont plus de l'argent pour financer l'équipe qui montait la garde ici. Ils ont
enlevé tout le matériel laissé par les Américains, envoyé ça au village, à Soumalomo. Ça fait ainsi que les braconniers sont venus. La plateforme là où on se trouve, l'ancienne qui n'a pas de toit, parce qu'il y avait la bâche et la natte en haut. Ici, il y a trois chambres. Les 3 chambres, il y avait la radio, le magasin et une chambre là où le gardien passait sa nuit. Il y avait une cuisine derrière. Depuis que le projet a été fermé, le ministère n'avait plus d'argent pour financer, pour payer le personnel. C'est là que les réfugiés sont venus camper ici. Ils ont mis du feu partout, détruire, tel que vous le voyez, enlever les bâches en haut, brûler même la natte et les bancs et tables qu'il y avait ici, ils ont brûlé tout. C'est depuis ce temps-là que c'est maintenant. Vous voyez, ici partout, là, c'est envahi par les herbes. Donc c'était abandonné. C'est pour ça que bon, vous ne voyez pas les animaux, on les croisait ici. Les singes venaient. Ils n'avaient pas peur de l'homme parce qu'on ne les faisait aucun mal. Mais depuis que le projet est parti, tous ces animaux-là sont tués par les braconniers. Après les Américains, c'était des chercheurs, des étudiants. Ils passaient ici 18 mois avant qu'une équipe vienne remplacer celle qui était en place. Donc, ils passaient 2 mois ici avant d'aller à Yaoundé pour se ravitailler en provision et prendre le pouls de leur famille. Étant la première femme telle que les gens de la région le disent, la première femme camerounaise à fouler les pieds du village Boami, vraiment mes impressions sont... Je suis vraiment très contente. Je suis très contente parce que ça a vraiment été une découverte pour moi. Je trouve ça vraiment... Concernant la conservation dans la réserve de biosphère du Dja, c'est que vraiment cette conservation connaît beaucoup de problèmes, surtout au niveau de l'administration et de la population. Il manque vraiment cette intégration de la population dans la conservation, puisque d'abord cette population fait partie intégrante de la forêt. Elle vit dans la forêt. Donc vraiment cette population devait vraiment participer à la conservation de cette réserve. Ce qui m'a marqué particulièrement à Boami, c'est d'abord premièrement l'accueil que j'ai eu ici là avec les membres de notre équipe venant des villages avoisinants. Je pense ainsi à Samedi, à Didier, à Luc, à Simon, à Basile. C'était vraiment très chouette de travailler avec eux. Et aussi la faune m'a vraiment beaucoup marqué parce que lors de notre marche, j'ai eu à observer les empreintes d'éléphants. J'ai eu à observer aussi le buffle, oui, et aussi quelques oiseaux tels que le touracode géant, le calao, le colloque guéreza. Vraiment, c'était très impressionnant. Ça a été très bien que ce soit difficile, mais j'ai tenu les coups. Et je tiens aussi à souligner qu'on a, pour arriver au village, à notre campement où nous sommes, on a eu à faire pratiquement 30 km à pied. Et vraiment là, c'était une expérience vraiment très émouvante. Je tiens déjà à rappeler à tous mes camarades, à tous ceux qui sont restés à Yaoundé de vraiment se préparer pour ceux qui voudront bien venir à la réserve du Dja parce que là d'abord il faut être assez sportif et avoir du mental parce que vraiment c'est du physique ici. Les pâtes sont presque prêtes. La plupart de nos repas étaient composés de riz agrémenté de sauce tomate et parfois de sardines. Après le repas, une petite sieste ne fera du mal à personne. Surtout après la grande découverte de ce matin. On peut avoir le cœur net et se reposer sans souci.
Au bout de quelques jours de notre régime alimentaire, une certaine variété vient à manquer. Alors quand un membre de l'équipe revient de la pêche, dans un ruisseau avec de petites cellules, samedi, notre guide Baka nous montre son savoir-faire culinaire. À l'offre de Peter, une femelle adulte qui vient d'échapper de justesse des mains des braconniers. Le collègue, en voulant aller visiter le rocher, Augustin, accompagné d'un de nos guides, les a croisés juste au moment où ils étaient déjà en train de vouloir l'achever. Son état nous prouve qu'il a échappé 2 fois d'abord au piège. Vous voyez, c'était pas d'abord, ça a commencé par celle-ci. Il a échappé au piège il y a longtemps. Il a réussi à s'en aller. Et voici encore une autre patte qui prouve qu'il vient d'échapper encore d'un autre piège. Voilà pourquoi cette patte est infectée et gonflée comme ça. Et tout à l'heure, avant que le collègue n'arrive, il a été blessé, comme vous le voyez. Voici les traces de son sang. Il porte une blessure des braconniers qui s'apprêtait déjà à l'achever. Et le collègue a tiré à blanc parce qu'il les a surpris. Et il est arrivé là où ils étaient, il n'a pas su qu'il était déjà là. Il a tiré à blanc. Et comme les braconniers se sont rendus compte que c'était un éco-garde qui a tiré et que un éco-garde ne marche jamais seul, il devait avoir d'autres à côté, ils ont pris fuite. Et au lieu de l'abandonner à la merci des autres prédateurs ou encore des braconniers, nous étions obligés de venir ici. Nous ne pouvons non plus le transporter au village parce que la distance et le poids. Et on ne sait pas s'il peut encore même résister jusqu'à la sortie. Nous nous trouvons obligés de lâcher. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'on surprenne les braconniers en profondeur, soit ayant déjà abattu, soit en voie de vouloir achever comme ça, ayant déjà entamé la plupart des cas, nous les arrêtons et nous les conduisons au village et nous les mettons à la disposition de la justice. Notre plus grosse surprise est toute récente. Notre plus grosse surprise a eu lieu il y a cela 1 mois et demi. Toujours ici à l'intérieur de la réserve où on a interpellé un abatteur d'éléphants, qui se servait d'un MAS 36. Un MAS 36, c'est une arme de guerre, une arme de l'État. Celui-ci a été interpellé et arrêté par la sécurité militaire, appuyée par l'ONG LAGA, qui s'occupe des procès, disons des litiges concernant la faune. Et il est en prison aujourd'hui. On en attrape régulièrement avec plusieurs. Oui, tout récemment, on était arrivé dans un campement en pleine réserve où il y avait un avec 250 pièces. Et il avait une cabane tolée. Pendant qu'au village, celui-là n'a pas une maison tolée. Mais il a plutôt tolé sa cabane en forêt pour décimer la faune. Celui-là aussi se retrouve déjà dans les geôles. Nous sommes au sommet du rocher des Chouam, situé à 14 km de Somalomo. Et au de ces 622 mètres d'altitude, ce rocher surplombe la forêt du Dja. Contrairement aux autres rochers que nous avons découverts dans cette réserve, la texture et la structure de ce rocher, qui n'est pas du tout couvert de prairies herbeuses comme les autres, fait penser à
plusieurs origines. D'aucuns disent, les villageois par exemple, parlent plutôt d'une origine divine. Les géologues penseraient que c'est du magma fluide qui s'est refroidi tout doucement il y a plusieurs millions d'années. Et très récemment, des chercheurs espagnols ont plutôt parlé d'un météorite. Alors tous ces avis divergents laisseraient le choix aux scientifiques de réfléchir à propos afin de trouver qui de tous ceux que je viens d'évoquer c'est l'unique grand rocher qu'on retrouve ici, mais tout autour de cette énigme, il y a d'autres rochers et des grottes qui abritent notamment des chauves-souris. Le retour de Bois. Nous sommes déjà au retour. Eh oui, oui, hein. La fin de la mission. Fin de la mission. Ok, merci, tout est bien qui finit bien. Vous avez filmé quoi là-bas, les éléphants? L'expédition du Dja aura été un succès pour les chercheurs du musée écologique du millénaire et une forte expérience dans les geôles des forêts équatoriales pour Rémi et Olivier, deux volontaires de Planète Urgence. Ce voyage est pour eux un motif de satisfaction de leur premier voyage en terre africaine. Mais au-delà des atouts que regorge la réserve de biosphère du Dja, site du patrimoine mondial de l'humanité pour l'UNESCO, il faut également explorer sa biodiversité pour la comprendre afin d'assurer sa meilleure conservation. L'extraction du bois, l'agriculture itinérante sur brûlis, le braconnage, mêlés à la pauvreté de ses habitants, ont été la cause de la destruction inéluctable des ressources de cette réserve. Tout compte fait, les habitants maintenus à l'intérieur en quelques villages et hameaux ont été contraints de diminuer leur prélèvement sur les ressources naturelles. Ceci grâce au service de la conservation qui protège les animaux des braconniers et aide les populations à créer des activités alternatives pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, il est en effet très difficile de préserver la faune et la flore sans tenir compte de la pauvreté des populations environnantes. Beaucoup d'efforts s'imposent dans cette réserve pour pouvoir maintenir son potentiel biologique. Si tout le monde pouvait s'arrimer à l'exemple de vie des Pygmées Baka, rencontrés dans leurs huttes de branches et feuilles, en totale harmonie avec l'environnement. Tous les habitants rencontrés lors de cette expédition ont pour point commun un grand dénouement. Nous comprenons que le mode de vie traditionnel est un souci. Mais pour combien de temps devions-nous continuer à garder le sourire comme cette femme Baka?